Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de revenir sur cette antenne, sur la 98.7 Océan FM, pour traiter l'actualité politique au Sénégal. Nous avons le plaisir de recevoir sur cette antenne M. Abdou Marem Fall. Bonjour, M. Fall. Bonjour, M. Diouf. Alors, vous allez bien? Je vais à merveille. Ok. Je vous passe la parole. Vous saluez nos chers auditeurs et les sympathisants de votre parti. Merci. J'aimerais commencer par vous dire à quel point je suis honoré de prendre la parole à la radio Océan 98.7. Vous savez, je suis un homme qui a toujours consommé local. Ce qui fait que quand je me suis aperçu à mon grand plaisir que la radio Océan appartenait à M. Mbakiou Faye, je me suis permis à ne pas hésiter à venir le plus vite que possible répondre à votre appel. Mon numéro 75 635 78 94 est vraiment une preuve voilà, de la façon dont j'ai toujours consommé local. Merci, M. Fall. Vous pouvez même au passage saluer les auditeurs et les membres de vos partis et de la coalition de votre mouvement politique. Merci pour une fois encore de m'avoir donné l'opportunité à ne pas hésiter à saluer les membres de ma famille qui ont vraiment apporté un baume nouveau à mon cœur solitaire, ma femme et mes enfants. Je vais aussi me permettre à ne pas hésiter à saluer notre tête de liste, Cheikh Ahmadou Bamba Sow Design. Notre liste, le grand rassemblement des artisans du Sénégal, sans oublier aussi tous les auditeurs de cette dite grande radio qui fait la joie et l'admiration de tout le Sénégal. Merci, M. Fall. Je vous rappelle que la présentation de cette émission, Abdou Diouf, la partie technique est assurée par Ibrahim Massaer Diop, qui est Abdou Marem Fall. Alors, Abdou Marem Fall, il est investi sur la liste du grand rassemblement des artisans, dirigé par Cheikh Ahmadou Bamba Sow, comme il l'a dit tout à l'heure. Vous avez quelque chose à rajouter sur votre brève présentation? Non, c'est bon, ça va. Vous avez déjà dit l'essentiel sur moi. Sujet. Alors, vous êtes artisan, vous militez dans le mouvement artisan pour les prochaines élections législatives du 17 novembre prochain. Quels sont les types d'artisanat au Sénégal? Merci pour cette pertinente question, mais je vais me permettre, si vous le souhaitez bien sûr, allez-y, à commencer par vous parler un tout petit peu de l'artisanat. L'artisanat se porte mal. Ce qui fait que nous nous sommes vus dans l'obligation de prendre notre destin en main. Un artisanat composé de 127 corps de métier. Pourquoi l'artisanat est relégué au dernier plan? Parce que les politiciens qui se croient tout permis nous ont relégués au dernier plan. Ils se permettent toujours à dire que nous, les artisans, nous avons la sécheresse intellectuelle, l'idéologie archaïque, l'esprit handicapé. Et pourtant, l'artisanat est le levier du développement. L'artisanat est le talon d'Achille du développement. D'après Darès, l'artisanat est le secteur qui regroupe le plus à l'horizon. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes 127 corps de métier qui forment l'artisanat. Quels sont les problèmes que vous rencontrez? Les problèmes que nous rencontrons sont vraiment multiples. Permettez-moi de commencer par les collectivités territoriales. Je veux dire les mairies, qui sont regroupées en 9 compétences. Exemple, il y a des zones qui sont prévues pour ces 9 compétences. Il y a l'école, les hôpitaux, les marchés, la culture, le social, pour ne citer que ces trucs.
nous, par exemple, tout à l'heure, je vous avais fait savoir que nous étions relégués au dernier plan. Mais pourquoi ils n'ont pas prévu des zones pour les artisans? Ce qui fait que nous voyons toujours dans l'obligation de nous installer dans les rues. Donc, je propose, et toutefois, si nous franchissons le seuil de l'Assemblée nationale, nous ne manquerons pas de proposer une 10e compétence qui permettra aux artisans de rester dans un coin où ils ne seront jamais déguerpis. Concernant les artisans, je vais parler un tout petit peu des foiristes. Prenons exemple, par exemple, sur le Maroc, le Burkina. Quelle est la différence entre l'artisanat marocain, burkinabé, par rapport à l'artisanat sénégalais? Les artisans marocains, quand ils se sont aperçus, à leur grand déplaisir, que la Turquie les suçait, ils ont créé ce qu'on appelle la maroquinerie. Et j'espère un jour ou l'autre, il y aura aussi Ngaïeri. C'est un exemple. Et les Marocains sont accompagnés par leur État. Ce qui fait que les artisans marocains ont atteint les objectifs qu'ils se sont proposés dans la vie. Les artisans marocains ont surmonté le cortège tracassant de l'existence. Les artisans marocains ont gravi toutes les marches et étapes qui aboutissent à l'idéal de perfection. Ça, c'est un bon exemple. Et vous voulez copier sur le modèle marocain. Est-ce qu'au Sénégal, les artisans ne sont pas dispersés pour pouvoir atteindre l'objectif que les Marocains ont atteint? C'est-à-dire, tout à l'heure, je n'ai pas manqué de vous dire que ces derniers étaient accompagnés. L'État marocain... Mais peut-être ils se sont organisés. Mais est-ce que les artisans sénégalais se sont bien organisés pour pouvoir au moins faire bloc et défendre leurs intérêts au niveau étatique? Mais maintenant, actuellement, ils le sont. C'est ce qui fait que le Rassemblement des artisans du Sénégal est né. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé un tout petit peu du Maroc. Qu'est-ce que le Maroc a eu et que le Sénégal n'a pas? Leur État a prévu un espace de production, de services et d'exposition. Ce qui fait que tu ne verras jamais un Marocain déguerpi. Mais est-ce que vous n'allez pas en rang dispersé? Parce que le secteur artisanal, comme vous l'avez dit, 127 corps de métier. Mais ce qu'on constate au Sénégal, que vous partez en rang dispersé. C'est-à-dire que les artisans ne font pas un bloc pour pouvoir défendre en commun leurs problèmes. Je vais vous donner un exemple. Dans tous les partis du Sénégal, il n'y a pas que des docteurs. Donc pourquoi les docteurs aussi ne se sont pas regroupés pour créer un parti où il n'y aura que des docteurs? Donc si aussi les gens veulent que les artisans aient un parti où il n'y aura que des artisans, aussi, ça m'étonnerait que ce soit possible. Comment évolue le secteur artisanal au Sénégal? Le secteur artisanal a mal. Oui, nous avons pris la décision de nous rendre nous-mêmes à l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a un proverbe wolof qui dit que Samkatu mbott mo xam ba cay sox. Dans le secteur artisanal, il y a des activités porteuses à l'exportation. Alors, quelles sont ces activités-là? Je vais vous donner un exemple sur... La menuiserie, par exemple, c'est un secteur porteur à l'exportation. Il y en a d'autres. Il y a d'autres artisans qui fabriquent de belles choses et qui exportent ça à l'étranger. Bien sûr, je vais vous donner un exemple bien aoriste, bien déterminé. Par exemple, dans le domaine de la transformation. Mais nous avons un problème d'ordre Fra et code-barre. Je vais vous donner par exemple un exemple. Pour 15 produits, l'artisan se voit dans l'obligation de payer 400 600. Je vais vous donner un autre exemple par exemple sur le mil. Sur une tonne de mil moulu, une tonne de mil moulu, tu es obligé de payer Fra et code-barre. Transformé en couscous, on t'invite encore à payer Fra et code-barre. Je dis ce même produit transformé aussi en tchagri, dans l'expression sénégalaise, ben, on t'oblige encore à payer code-barre et Fra sur un seul produit. Donc c'est vraiment quelque chose aussi que nous déplorons.
Monsieur Fall, alors, quel est le défi de moderniser le secteur artisanal pour le positionner au plan international? Il suffit tout simplement qu'on soit accompagné par l'État. Seul l'État peut aider l'artisanat à atteindre ses objectifs. À se développer. À se développer. Ok. Alors, l'artisanat au Sénégal est un secteur pro-emploi. Oh. Il est le deuxième secteur pourvoyeur, je ne sais pas si vous le connaissez, Ouais. il est le deuxième secteur pourvoyeur d'emploi après le secteur agricole. Ouais. N'est-ce pas une toute petite croissance de la productivité du secteur aura un impact direct en termes de création de nouveaux emplois? Le grand rassemblement des artisans consiste à accompagner les artisans dans la recherche d'opportunités d'insertion et d'emplois attractifs. Comment? À travers des formations et une capacité dans l'agriculture, le commerce, la transformation, le conseil et les activités économiques conséquentes. Tout ça dans le simple but de soutenir une dynamique de croissance forte et durable. Ça, c'est important. Partant du constat que le marché de l'emploi sénégalais est quasi impénétrable et que en général, les projets politiques mettent du temps pour démarrer. Ce qui fait que nous, grâce le grand rassemblement des artisans du Sénégal, une fois à l'Assemblée, proposeront une orientation dans l'entrepreneuriat. Parce que l'État ne crée pas d'emploi. Aussi, un développement personnel qu'on appelle entrepreneuriat business, plan et marketing vente. Ça va servir à quoi? Aux personnes qui n'ont pas les prérequis pour l'auto-emploi des formations pour l'insertion professionnelle vont en bénéficier parce que on va le leur offrir. Je vais revenir un tout petit peu sur les problèmes. Les problèmes que vivent les cordonniers. Quels sont ces problèmes? Ils ont un problème de tannerie. Les cordonniers sénégalais font souvent face à une concurrence déloyale. Je prends exemple sur les Chinois qui se permettent à ne pas hésiter à faire venir de leur pays des chaussures qui ont une durée de vie de 24 heures. Et qui concurrencent les chaussures sénégalaises. Les chaussures sénégalaises. Faites par les Sénégalais. Chers compatriotes, le grand rassemblement des artisans, une fois à l'Assemblée, je n'ai pas l'impression, mais la certitude que nous serons les régulateurs, ces politiciens, comme à l'accoutumée, passeront tout leur temps à un duel oratoire au lieu de penser aux multiples urgences des Sénégalais. Regardez le Sénégal. Regardez où les Sénégalais en sont arrivés. Il fut un temps où on parlait des sociétés textiles, comme la Sodefitex,
STS de Thiès et la Sotiba, pour ne citer que ces sociétés, toutes ces sociétés sont tombées à l'eau. Prenons exemple aussi sur les jeunes qui empruntent la voie clandestine. Je ne cautionne pas l'immigration clandestine, mais j'ai remarqué que leurs rêves ne sont plus que des feux follets, leur réalisation de la poussière. À qui la faute? Dans un pays où nous avons 220 000 km² de mer, dans un pays où nous avons 23 millions de mètres cubes de gaz. Nous avons la terre, le soleil. Nous avons la terre, le soleil. Je vais vous donner encore un exemple sur la Casamance. Regardez ce que vivent actuellement les Casamancés. C'est vrai que le président Diomaye a eu à débloquer des milliards pour la bonne marche de cette dite région. La Casamance, à la terre fertile, où les gens qui sont dans ce qu'on appelle Donc, je vais revenir un tout petit peu sur les Casamancés qui sont dans les transformations. Actuellement, leur problème est d'ordre séchage. Un pays, une région où, pendant la saison des pluies, ils ont un problème de soleil. S'ils n'ont pas des matériaux adéquats, comme le séchage, leur commerce risque de tourner au vinaigre. Nous, artisans de gras, nous sommes différents de certains Sénégalais, de certains politiciens qui sont prêts à bomber le torse de qui que ce soit lorsqu'il s'agit de fauteuils. Le grand rassemblement des artisans du Sénégal détient le secret des lendemains meilleurs du Sénégal. Je vais parler un tout petit peu des foiristes qui, si toutefois, étaient aidés par le gouvernement, comme le font certains pays comme le Maroc, la Tunisie, le Burkina, n'auront pas de problème à exposer leurs produits. Nous, grâce à sa tête, Cheikh Ahmadou Bamba Sow, nous savons comment qualifier les jeunes pour leur trouver des emplois, tout en les orientant, tout en les aidant à se promouvoir avec un environnement optimal. Chers Sénégalais, si toutefois vous nous faisiez l'honneur de nous donner l'opportunité de franchir le seuil de l'Assemblée nationale, vos enfants, vos fils, vos petits-fils bénéficieront de renforcement de capacité. Nous les aiderons à développer des activités économiques. Nous leur donnerons l'opportunité d'accéder aux matières premières. Nous leur ramènerons la coopérative. Chers frères, chères sœurs, je vous en conjure,
donnez-nous l'opportunité d'industrialiser et d'accompagner les jeunes. La pisciculture est là, l'aquaculture, l'horticulture, les commerçants. Pourquoi ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs? Parce qu'ils ont besoin d'exonération. Prenons exemple aussi sur notre chambre de commerce obsolète, où les présidents ont le monopole de la vente des cartes professionnelles. C'est seulement au Sénégal où on voit des présidents de chambres de métiers qui occupent une place pendant une quinzaine d'années, qui s'éternisent. Et vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce qu'ils ont le monopole de la vente des cartes professionnelles. Ce qui fait qu'ils ne le délivrent qu'à leurs militants. Mes chers compatriotes, donc c'est un système à changer maintenant. C'est vraiment un système à changer. S'il vous plaît, donnez l'opportunité aux maîtres d'artisanaux de vous montrer qu'ils sont les seuls à pouvoir aider le Sénégal à accéder au développement. Je vous remercie. Okay. Votre appel est entendu, M. Fall. Je pense que c'est un bon discours, très riche, et que le contenu est bien retenu. Voilà, merci. 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 C'est bon, c'est facile. C'est bon, c'est bien. Vous êtes sûr? Oui, je vais mettre ça. Ça, vous avez mis pratiquement toutes vos doléances et voilà. C'est bon. Voilà. Et puis, c'est bien parce que vous avez touché le problème de chambre de commerce, la longévité des dirigeants. Je ne savais pas. J'ai beaucoup appris. Je prends note sur ça. D'accord. Merci. On va voir le directeur. Voilà. Oui. Je vais tout simplement revenir à ce que je vous ai dit. Nous sommes 127 corps de métier. Mais nous n'avons pas des moyens adéquats pour atteindre nos objectifs. Par exemple, l'industrialisation, pour ne citer que ça. Les commerçants ont besoin, les artisans ont besoin d'être exonérés. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour les commerçants, on pouvait bel et bien, pour qu'ils puissent payer leurs impôts, comme ils n'ont pas de fiscalité adaptée, on pouvait bel et bien leur donner l'opportunité de rester, par exemple, 2 ans sans payer les impôts. Donc, ça aussi, c'est une très bonne proposition, je crois. Tout à fait. Alors, vous vous êtes investi pour représenter votre secteur à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Oui. Alors, si toutefois vous êtes élu, ou bien vous allez à l'Assemblée nationale, alors, quelle sera votre position à tout ce qui se fera, à tout ce que fera la majorité là-bas? Quelle sera votre position? Notre position, nous allons d'abord nous permettre à ne pas hésiter à faire des propositions sur notre secteur, tout en ouvrant la main, les bras aux autres propositions adéquates pour la bonne marche du Sénégal. Et de l'artisanat surtout. Et de l'artisanat surtout. Alors, vous ne serez pas des députés mécaniques? Qu'est-ce que vous entendez par député mécanique? Des députés qui sont là que pour applaudir et dire oui à toute proposition. Sinon, on ne se serait pas présenté. Nous nous sommes présentés uniquement pour montrer que ce qui se passait doit être révolu. C'est comme si, voilà, nous cherchons, par exemple, une réparation. Voilà, nous allons à l'Assemblée pour une réparation sociale. Ok. Voilà, M. Fall, on va changer un peu de sujet. Je pense qu'on a largement discuté sur le secteur de l'artisanat.
on va essayer maintenant d'attaquer directement l'actualité politique. Alors, M. Fall, ce qu'on a constaté présentement sur le terrain politique, les différents secteurs d'activité, agriculteurs, artisanat, secteur privé, veulent tous avoir au moins un représentant à l'Assemblée nationale. Est-ce que peut-on parler du début d'une révolution à l'Assemblée nationale? Oui, moi je suis pour cette dite révolution dont vous parlez. Si vous prenez exemple sur la France, en 1945, la France était construite en brut. Donc si la France a atteint son objectif, c'est parce qu'il y a eu une révolution. Donc je suis pour cette dite révolution que je trouve tardive, bonne pour le Sénégal. Alors, mais ce qu'on a constaté cette année 2024, c'est un peu différent par rapport à ce qui se faisait, ce qui se passait. Parce que d'habitude, on voyait à l'Assemblée nationale que les politiciens, maintenant les secteurs d'activité, les différents secteurs d'activité prennent leur destin en main. Par exemple, les agriculteurs veulent avoir un représentant ou bien un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Les artisans comme vous veulent avoir un représentant ou bien un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Et pour chaque secteur d'activité, ils veulent représenter ce secteur-là pour pouvoir défendre correctement et objectivement leur idéaux. Ça, c'est une révolution. Oui, c'est normal. Parce que maintenant, les politiciens sont peu importants aux yeux de la population en raison de leur mauvaise performance en matière de respect et de considération. Mais regardez ce qui s'est passé dans l'Assemblée dernière. La 14e, des gens qui se permettaient à ne pas hésiter au lieu de faire des débats qui pouvaient mener le Sénégal à un avancement. Ben, ils ne faisaient que mettre à la place des duels oratoires. Donc ces 10 intellectuels, moi je les trouve irréfléchis. Donc ils n'ont pas leur place à l'Assemblée nationale. Donc c'est normal qu'il y ait une révolution. Alors, la campagne électorale a démarré, vous l'avez vécu, vous l'avez assisté, par des scènes de violence et continue jusqu'à présent, par des attaques de convois, voilà, et autres. Quelle lecture faites-vous sur cette situation-là en tant qu'investi d'un parti politique ou bien d'un mouvement de parti politique? Ben, je trouve vraiment leur comportement regrettable. C'est vraiment une honte des gens qui se disent intellectuels, des gens qui se disent réfléchis, des gens qui prônent toujours le bagage intellectuel très élevé. Je vais vous dire quelque chose. Les Sénégalais en ont ras-le-bol. Ras la racine de ces politiciens qui sont responsables de la situation actuelle du Sénégal. Je suis vraiment désolé pour leur comportement. Mais nous vous promettons qu'il n'y aura plus ce genre de députés à l'Assemblée nationale. Parce qu'ils sont minoritaires et ils le seront plus à l'Assemblée nationale. C'est moi qui vous le dis. Alors n'est-ce pas qu'il devait parler de programme, comme vous, les artisans? Vous êtes regroupés, vous parlez, vous expliquez aux populations le programme, mais ce qu'on constate ici, surtout à Dakar, certains partis politiques, certains dirigeants de partis politiques restent à Dakar, convoquent les gens pour des points de presse, pour attaquer simplement. Est-ce que le Sénégal a besoin de ces genres de trucs-là au moment où les gens attendent des débats d'idées, des propositions, un programme bien ficelé? Est-ce qu'il n'est pas temps de changer de stratégie pour nos politiciens? Mais c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas de programme. Un artisan te parlera des 23 millions de kilomètres carrés de gaz. Un artisan te parlera
des 220 000 kilomètres de mer et de ses 3 fleuves. Un artisan te parlera des fruits qu'on peut transformer et les vendre dans les grandes surfaces. Un artisan te parlera d'une chambre de métier obsolète. Un artisan te parlera de la situation loufoque, pour ne pas dire précaire, dont les Sénégalais sont confrontés. Un artisan te parlera de l'impact que les 30 milliards sur l'économie n'ont pas fait bon effet. Mon cher, un programme, ils n'en ont pas. Et c'est ce débat-là que l'on attend. Donc, ça veut dire que les représentants des secteurs d'activité, comme l'artisanat, l'industrie, qui ont un programme, alors, vont devancer certainement, à l'issue des élections législatives du 17 novembre, certainement, ils vont devancer, à cause des programmes concrets qu'ils ont présentés aux Sénégalais, ils vont devancer les anciens politiciens. Est-ce que vous y croyez, ça? Non, ça, on n'en disconvient pas. Parce que les Sénégalais sont maintenant mûrs. Les Sénégalais ont compris que ces soi-disant politiciens n'en ont que pour leur poche. Merci. Ok, d'accord. Alors, on va parler un peu de la transhumance. Alors, ce qu'on constate maintenant, depuis le démarrage de la campagne électorale, alors on note certains politiciens quittent leur parti, leur mouvement, alors pour rejoindre le parti PASTEF, pour le nommer. On peut en citer des cas. Par exemple, récemment, on a vu le maire des HLM, Moustapha Diop, rejoindre le PASTEF. Il était parti sous la bannière de Taxawu Ndakaaru. Il y a un autre poids, une femme, Adji Mbergane Kanouté, ancienne vice-présidente du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale. Alors, si je cite leur nom, c'est parce que c'est des faits réels. Alors, ils ont quitté leur parti pour rejoindre le parti au pouvoir, le PASTEF. Alors, la transhumance massive de ces dirigeants politiques vers PASTEF, vous trouvez ça normal? Je la trouve anormale et je ne la cautionne pas. La transhumance, elle amène le plus des effets contraires. Mais il y a aussi la transhumance qui est un mot qu'il faut vraiment décortiquer, autant pour moi. La transhumance, il faut le décortiquer. Vous savez, je ne veux pas faire d'affirmation gratuite. Je ne sais pas ce qui a motivé ces gens à aller vers PASTEF, comme vous l'avez si bien dit. Est-ce qu'ils l'ont fait pour l'intérêt de tout le monde? Parce que le socle du Sénégal, parce que le socle de l'exécutif est l'Assemblée. Donc, si l'exécutif n'a pas la même mise sur l'Assemblée, le Sénégal peut être dans le chaos. Donc, peut-être qu'ils sont partis pour coopérer et non pour la transhumance. Je ne sais pas. De toute façon, je préfère m'arrêter là. Ok. Donc, vous ne cautionnez pas la transhumance? Ah non, je ne cautionne pas la transhumance. Alors, si vous voyez ce qui se passe actuellement, par exemple, est-ce que les politiciens gèrent leurs intérêts, ou bien ils sont là pour défendre l'intérêt national, l'intérêt des populations, d'autant plus que si vous êtes au pouvoir, vous perdez, alors vous allez ailleurs, vous n'êtes plus dans l'opposition, vous cherchez toujours les meilleures conditions. Est-ce que ça, c'est normal pour un politicien? Les politiciens ont été toujours comme ça. Après l'indépendance, le Sénégal avait le même degré de développement que les Pays-Bas. Pourquoi le Sénégal s'est retrouvé dans une situation loufoque, pour ne pas dire précaire? La faute revient aux politiciens qui n'en ont qu'à leurs frais. C'est à cause de ça que le grand rassemblement des artisans du Sénégal
à sa tête, Bamba Sow Design a dit qu'on en a ras-le-bol, ras la racine, excusez-moi cette expression, du balai, les politiciens. Et ça, c'est important. Alors, le président Macky Sall, qui a exercé le pouvoir, là, vous allez me donner votre avis, parce que vous avez vécu la situation politique sous Macky Sall, qui a exercé le pouvoir d'une main de fer, alors réprimant sans relâche toute forme de contestation et étouffant les libertés les plus élémentaires. Alors on le voit aujourd'hui prétendre donner des leçons de bonne gouvernance. Alors, quelle est votre appréciation sur ça? Par exemple, il y a certains qui disent Macky Sall, tête de liste. Ben, il n'aurait pas dû se présenter. Parce que, pour moi, c'est vraiment un très grand risque. Si toutefois, il n'atteignait pas ses objectifs, est-ce qu'il ne va pas donner prise au ridicule? Si toutefois, il s'apercevait à son grand déplaisir que son poids électoral, bien sûr, a diminué. Donc, je ne sais pas pourquoi il a pris ce risque. Il aurait dû rester cloîtré où il est et ne pas poser sa candidature. Alors, et donc, son retour, vous ne le souhaitez pas? C'est pas que je ne le souhaite pas. Parce qu'il risque gros. Ben, il risque gros. Et ça m'étonnerait vraiment qu'il revienne. Mais il peut rebondir, hein? Est-ce qu'il peut, s'il rebondit, qu'est-ce que ça va faire? Vous savez, il y a une question qui est toujours sur les lèvres des gens. Qui est le leader de l'opposition? Je vais prendre exemple sur Amadou Ba, qui se dit leader de l'opposition. Ben, est-ce qu'il est? Parce qu'il était parti sous la bannière de la paix, Benno Bokk Yakaar. Tout à fait. Donc actuellement, nous ne sommes pas sans savoir qui est vraiment le leader de l'opposition. Macky Sall, je n'ai pas l'impression, mais s'il revient, il risque d'en payer pour ses frais. Alors, on va aborder un autre sujet qui est très 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 important. C'est dans le cadre des élections. La Direction générale des élections, la DGE, au Sénégal a mené des innovations pour les élections législatives du 17 novembre 2024. Il a publié un diagramme qui détaille la répartition par tranche d'âge des 7,3 millions d'électeurs inscrits. Alors, je vais vous faire un petit rappel. Les jeunes âgés de 18 ans à 25 ans, vous pouvez noter, si vous voulez, représentent 11% de l'électorat, c'est-à-dire 783 084 inscrits. Les jeunes âgés de 18 à 25 ans, n'est-ce pas, représentent 11%. Alors, les électeurs âgés de 26 à 35 ans représentent 27% de l'électorat. Alors, ça représente 1 969 005 électeurs. Alors, vous voyez la différence, pardon. Et ensuite, les électeurs qui représentent 36 à 45%, 23%, 1 744 944 électeurs. Et enfin, les électeurs qui représentent 46 à 60 ans, qui sont 24%, 1 739 614 inscrits. Ils représentent 24%. Alors, en voyant ce diagramme, quelle analyse faites-vous sur ces données publiées par la DGE? Je vais commencer par quelque chose qui s'est passé et qui continue de se passer au Sénégal. L'immigration clandestine. Clandestine, ok. Beaucoup de jeunes sont partis. Et même sont morts.
Il y a d'autres jeunes aussi en cours de route, ok. qui ne vont pas se rendre aux urnes. Vous n'êtes pas sans savoir que les jeunes, rares sont ceux qui se rendent aux urnes. Vous m'avez parlé des personnes qui ont 40 ans, que j'appelle la masse silencieuse. Ce sont des gens que la fougue ne suit pas. 36 ans, 45 ans. 36 ans, 45 ans. Qui représentent 23% des électeurs. 23%. Ce sont des gens, comme je vous l'ai si bien dit, que j'appelle la masse silencieuse. Des gens que la fougue ne les suit pas. Nature pas. Donc ces derniers peuvent créer une surprise. Une surprise, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc c'est... Parce que ce qu'on constate, les jeunes de 18 à 25 ans représentent que 11% de l'électorat. Ouais. Ça fait 783 000. Ouais. Alors, mais là, on constate que la part la plus importante, c'est entre 26 ans et 35 ans. Donc, de l'électorat, ils font 27% et c'est 1 969 005 électeurs. Et là, c'est la masse silencieuse. Ça peut être déterminant lors des prochaines élections législatives. Et ça, c'est important. On croyait que les jeunes représentent la majorité des votants. Mais tel n'est pas le cas, n'est-ce pas? Oui, tel n'est pas le cas. Okay. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons sur cette antenne M. Abdou Marem Fall, qui est investi du rassemblement des grands artisans, n'est-ce pas? Oui. Grâce. Ouais. Voilà. Donc, M. Fall, ce vendredi 8 novembre 2024, au siège du bureau régional du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Alors, Alioune Tine a souligné le prestige de la démocratie sénégalaise. Ça, vous me donnez votre avis simplement. La démocratie sénégalaise, il a dit, la démocratie sénégalaise fascine. Alors que nous avons le droit, le devoir de la protéger. Donc nous allons vers des élections très tendues. N'est-ce pas un bon conseil pour apaiser les ardeurs? Ouais, ça je crois qu'il a bien parlé. Vous savez, Michel Alioune Tine est vraiment un homme réfléchi, quelqu'un qui a vraiment la tête sur les épaules. Et il prend en général, il ne prend à part d'aucun parti politique. Donc, je cautionne ce qu'il a dit. C'est un bon conseil. Ouais. Alors, il y a eu des transitions fluides vécues par le Sénégal, d'abord en 2000, puis en 2012 entre Wade et Macky. Alors, n'est-ce pas cette tradition démocratique doit être perpétuée en 2024. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Alors, abordons pratiquement le tout dernier point. Alors, nous avons assisté ces temps-ci la déclaration du Premier ministre, M. Ousmane Sonko, qui a dit qu'ils ont trouvé 100 000 milliards sur un compte. Alors, trouvez-vous ça normal si la véracité de l'information est éprouvée dans un pays où vraiment tout va mal? En tout cas, ce que je peux dire là-dessus est que M. le PM est mieux placé que quiconque. Il a tous les renseignements qu'il faut pour inculper quelqu'un. Ce que je peux dire est que ça m'étonnerait qu'il n'ait pas des preuves de ce qu'il annonce, de ce qu'il a annoncé. Donc, laissons-lui le soin d'amener les preuves. Les Sénégalais sont à l'écoute. Et je sais qu'il fait toujours le maximum pour sauvegarder sa réputation, sa dignité et sa parole. Là, je laisse le soin au PM d'amener les preuves qu'ils font. Parce que détourner 1000 milliards, moi je ne cautionne pas ça. Dans un pays où les gens meurent de faim, dans un pays où les enfants sont dans des abris provisoires, dans un pays où l'artisanat va vraiment très mal. Donc, je ne cautionnerai jamais ces détournements publics. Nous devons veiller à ce que tout citoyen sénégalais qui gère un bien public,
qu'il soit transparent et ne devait jamais être impuni pour un voleur. On ne peut pas accepter que les biens de l'État, les biens, soient pillés, détournés. Nous devons penser aux denrées alimentaires, à la situation des Sénégalais. Donc, moi, je crois qu'on doit éclaircir ce problème de 1000 milliards. Et ça, c'est important. Ouais. Alors, la toute dernière question, ou bien l'avant-dernière, nous acheminons vers le 17 novembre pour élire les députés de la 15e législature. Alors, quel genre de députés devons-nous réellement avoir pour cette 15e législature? Le Sénégal a besoin de gens réfléchis, de députés qui pensent au devenir de notre cher pays qu'est le Sénégal. Aux députés qui doivent regarder aux alentours, de députés qui doivent réfléchir mûrement sur l'ornière que nous devons emprunter pour que le Sénégal atteigne ses objectifs. Faites votre appel à tous les acteurs, ou bien à tous les électeurs qui doivent voter, de bien choisir maintenant, parce qu'il faut changer la donne. Vous faites votre dernier appel, surtout à vos militants, sympathisants, et surtout dans le secteur artisanal dont vous êtes membre. Je lance un appel aux artisans. Chers artisans, vous n'êtes pas sans savoir que seul l'artisanat peut éradiquer le chômage, parce qu'il est le talon d'acier, le levier du développement. Chers artisans, vous n'êtes pas sans savoir que ce sont les politiciens qui nous ont menés en bateau, que ce sont ces 10 politiciens qui sont responsables de la situation actuelle du Sénégal. Sur tous ces faits, je vous invite à voter pour le grand rassemblement des artisans, à sa tête Bamba Sow Design. Merci. Merci. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevions Abdou Marème Fall, qui est investi sur la liste du grand rassemblement des artisans, grâce dirigé par Cheikh Ahmadou Bamba Sow. Merci, M. Fall. Nous remercions également votre accompagnant, M. Papis Keïta, qui a tout coordonné. Nous remercions également votre leader, Cheikh Ahmadou Bamba Sow. Alors, nous lui souhaitons bon vent. Merci à nos chers auditeurs. Merci au directeur de la radio